Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui sur le campus Afrique pour participer à l'écoute de cet atelier Afrique de l'Ouest. Quelles étapes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous trois des principaux acteurs qui font les choses sur le terrain en Afrique de l'Ouest pour répondre à ces problématiques de souveraineté alimentaire, en accueillant avec nous aujourd'hui Monsieur Karim Abdoul Diallo, qui est le directeur général de la société Sonoco, qui intervient donc dans l'agro-industrie en Guinée, d'avoir Madame Adama Cissé, directrice générale de la société Gadegui, qui opère dans l'aviculture, dans l'agriculture également, mais Madame Cissé nous en parlera de manière plus détaillée, et Monsieur Karim El Talb, directeur général de Advance Géocoton et président de l'initiative Alpha. Alors il est vrai que le Covid, la guerre en Ukraine et l'accélération du réchauffement climatique sont trois déflagrations qui ont bouleversé les échanges internationaux et la production mondiale dans le domaine agricole. En réponse, les pays d'Afrique de l'Ouest travaillent à la mise en place de stratégies pour limiter les dépendances. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir ces trois acteurs. Et notre objectif est de leur donner la parole, de donner la parole à des acteurs privés qui participent au renforcement du secteur agricole en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et donc ma première question s'adresse à vous, Adama Cissé. Donc vous êtes la directrice de Gadegui, une entreprise opérant dans la production agricole et également dans la distribution. Pouvez-vous revenir sur le développement de vos activités et sur la manière dont vous sécurisez vos approvisionnements et chaînes de valeur? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe. Merci pour l'opportunité. Moi, mon nom c'est Adama Cissé. Je ne suis pas de l'industrie à première vue parce que je suis passé de la banque à l'industrie, donc il y a quelques années. Gadegui, en fait, opère dans l'industrie agroalimentaire, la transformation agroalimentaire, l'aviculture, comme il l'a dit, l'embouche bovine et la distribution. Et tout ça, on sait qu'effectivement, c'est supporté par l'agriculture. Donc, pour nous, les produits agricoles locaux, ça a une importance capitale. Une question importante, comment nous arrivons à sécuriser nos approvisionnements? D'abord, en ayant des partenariats, quand même, avec nos fournisseurs, qui vont au-delà d'être simplement fournisseurs. Quand je prends l'aviculture, par exemple, nous avons un partenaire ou des partenaires qui nous achètent nos poulets, mais qui nous vendent par exemple l'aliment. Quand on est dans la transformation agroalimentaire, nous avons aussi des partenaires qui nous vendent ces produits agricoles et nous leur revendons les produits finis. Donc chacun y trouve son compte, ce qui fait que nous arrivons à avoir les produits agricoles locaux avec des prix quand même assez raisonnables. Autre chose que nous faisons, c'est la diversification verticale, c'est-à-dire créer de la synergie entre nos différentes entreprises pour pouvoir sécuriser nos approvisionnements. Quand la transformation agroalimentaire fait de l'huile brute d'arachide, elle génère du tourteau. Le tourteau est revendu à l'activité embouche bovine. Quand on élève des poulets, il y a de la fiente. Quand on élève des bœufs aussi, il y a les déjections animales qui peuvent être utilisées, par exemple, dans l'industrie de production d'engrais. Et nous sommes aujourd'hui, par exemple, en train de mettre en place une telle industrie. Donc, nos produits finis sont revendus au niveau de nos points de distribution. Par exemple, le poulet est vendu dans nos points de distribution, la pâte d'arachide est vendue dans nos points de distribution. Donc, vraiment, de créer cette synergie-là. Et moi, je pense que cette synergie-là doit aller au-delà de Gadegui. C'est également de la créer entre les différents acteurs du système agroalimentaire, également entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous avons un écosystème diversifié. Les pays peuvent se spécialiser. Donc cette synergie, c'est ce qui nous permettra vraiment d'opérer mieux. On ne peut pas tout faire. Donc il faut qu'on collabore. Et je suis heureuse aujourd'hui d'être là avec Géocoton. Géocoton, le tourteau de coton, par exemple, on en a besoin pour l'embouche bovine. D'être là avec M. Diallo,
qui est également dans la fabrication de farine. Le son de blé, on en a besoin pour la production de l'aliment de volaille. On en a besoin pour la production, par exemple, aussi de l'aliment de bétail. Merci. Merci beaucoup, Adama. Donc, Abdul Karim Diallo, donc, vous êtes le directeur général de Sonoco. Sonoco est une entreprise familiale guinéenne. Pouvez-vous nous raconter cette belle success story guinéenne et la vision de la société actuellement? Merci beaucoup, Christophe. Merci à tout le monde. Bien sûr, Sonoco est une entreprise familiale qui a des racines profondes mais humbles, qui a été fondée par mon père vers les années 90. Un monsieur qui est venu de son village, situé à 350 km de Conakry. Il est venu à Conakry pour chercher, disons, une vie meilleure. Il a commencé d'abord par acheter de la farine, du pain au niveau des boulangeries et distribuer le pain. De là, il a commencé à importer de la farine, distribuer ça au niveau de Conakry. On a commencé par 2 conteneurs du Maroc. Après quelques années, on faisait 450 conteneurs par mois. De là, on a jugé nécessaire, au lieu de continuer à importer, de produire localement. Donc c'est là qu'on a commencé la construction de l'usine qui s'appelle les Moulins d'Afrique, qui aujourd'hui a doublé la capacité. On produit aujourd'hui 440 000 tonnes par an. Donc la force de notre groupe ne réside pas juste, disons, à cette capacité. C'est au niveau des réseaux de distribution qu'on a. Aujourd'hui, on est présent dans tout le pays et on arrive aujourd'hui à exporter au niveau de la sous-région, de la Guinée en Sierra Leone, au Libéria, au Mali. Et moi, je suis fier d'appartenir à ce groupe. J'ai rejoint le groupe depuis 15 ans. Quand j'ai rejoint le groupe, on n'avait pas plus de 20 employés. Aujourd'hui, au sein du groupe, on a plus de 1000 emplois directs et indirects. La vision du groupe, c'est d'être une entreprise réellement citoyenne et aussi de se développer pour un début au niveau régional et après au niveau international. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdul. Et Karim, vous êtes le directeur général délégué d'une entreprise franco-africaine. Pouvez-vous nous présenter vos zones d'implantation et vos secteurs prioritaires? Bonjour à tous, merci Christophe pour l'invitation, bravo à la BPI pour l'organisation, merci aux copanélistes et surtout à l'Assemblée. C'est l'heure de déjeuner mais vous êtes là donc merci à vous. En fait, Géocoton, c'est une société française qui a été fondée en 1949 à l'initiative de l'État français. Et en réalité, ça avait pour objectif de structurer des chaînes de valeur agricoles en Afrique pour, 1, fixer les populations et 2, pour alimenter l'industrie textile française en fibres de coton qui était absolument essentielle puisque jusqu'alors, elle était achetée soit aux États-Unis, soit en Indochine. Alors, le métier, je voudrais peut-être en parler très rapidement. C'est-à-dire que quand on dit coton, tout de suite, on a des images qui nous viennent parce qu'on a vu tous des films, on a vu une certaine histoire nord-américaine. En Afrique, en réalité, c'est totalement différent. En Afrique, il faut retenir qu'aujourd'hui, ce sont des petites exploitations familiales qui ont entre 0,5 et 2 hectares, pas plus. Donc c'est tout petit. C'est une culture qui est pluviale, donc elle ne consomme pas d'eau irriguée comme on peut le voir dans certains pays d'Amérique latine ou d'Asie centrale. C'est une culture qui n'est pas mécanisée. Mais c'est une culture qui est absolument vitale à la sécurité alimentaire parce qu'un cotonculteur ne fait jamais 100% de coton. Il va faire 1/3 de coton, 2/3 de vivrier. Et pourquoi est-ce qu'il va faire du coton? C'est parce que c'est une ressource qui lui permet d'avoir un revenu stable chaque année. Il sait qu'il y a une société qui est capable de lui payer ce qu'il va produire, donc il sait à l'avance qu'il va avoir un revenu. Deuxièmement, il va avoir également de la formation de cette société, donc en l'occurrence Géocoton. Il va avoir également accès à des intrants qui sont absolument essentiels et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais un petit producteur africain qui n'a pas de compte bancaire, qui n'a pas de titre foncier, aujourd'hui, il est dans l'incapacité de lever, de quoi développer son activité. Et donc en fait, Géocoton, au fil des années, ça a été public pendant une bonne 50aine d'années. Après, c'est devenu privé. Aujourd'hui, ce sont des capitaux privés qui détiennent cette société. On est fiers d'être aujourd'hui une société, comme tu l'as dit, Christophe, franco-africaine. Le président actionnaire de ce groupe, c'est un Africain. Le directeur général, vous l'avez devant vous. Et nous avons 100% de notre staff qui est africain, qui est local.
On a 1200 salariés, on fait à peu près 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. On travaille avec une dizaine de millions de petits planteurs et on a une trentaine d'usines réparties en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. On va venir valoriser la graine de coton en huile alimentaire, en tourteau, comme le disait madame, en aliments bétail, qui est absolument essentiel, en savon et même en énergie. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que dans le coton, tout est bon. Merci beaucoup Karim pour ce bon mot. Abdoul, est-ce que vous pouvez nous présenter donc les projets les plus porteurs sur le secteur agricole et agroalimentaire en Guinée et plus largement en Afrique de l'Ouest, vu que vous n'êtes pas seulement sur des activités en Guinée, et également nous expliquer pourquoi est-ce que Sonoco est autant confiant dans ses investissements en Afrique de l'Ouest. Merci Christophe. Pour un début, je dirais qu'il faut qu'il y ait un investissement sérieux dans l'agriculture durable. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs en Guinée ou en Afrique, mais c'est plus, disons, ils sont toujours au niveau traditionnel. Ce n'est pas réellement mécanisé. Donc il faut réellement qu'il y ait un investissement sérieux au niveau, disons, de l'agriculture durable. Deuxièmement, il faut investir réellement dans tout ce qui est technologie. Parce que si on parle, disons, de l'investissement dans l'agriculture durable, s'il n'y a pas la technologie derrière, ça ne pourra pas marcher. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, le blocage qu'on a au niveau de l'agriculture, c'est ça. On n'a pas, disons, le stockage n'existe pas, les routes ne sont pas adéquates pour transporter après la production. Et il faut qu'il y ait des investissements dans la transformation aussi. Parce que pour accéder au marché, pour pouvoir, disons, vendre ce produit, il faut qu'il y ait des gens qui ont investi dans des unités de transformation, qui vont acheter et qui vont transformer pour pouvoir mettre le produit sur le marché. Donc pour moi, disons, c'est sur ces 3 points qu'il faut réellement investir aujourd'hui en Afrique pour qu'on soit autosuffisant. Pour qu'on ait confiant. C'est simple. Aujourd'hui, la croissance est en Afrique. C'est connu. Au niveau démographique, c'est en Afrique. Au niveau économique, c'est en Afrique. Donc aujourd'hui, investir en Afrique, le retour sur l'investissement en Afrique, on ne peut pas le comparer nulle part dans le monde. Donc nous, on est confiants et on est confiant que n'importe qui veut investir en Afrique, il pourra, disons, y trouver, disons, son intérêt. Et ça va continuer comme ça durant les prochaines 50 ans. Merci beaucoup Abdoul, et on appuie tout particulièrement donc, ces propos. Adama, donc, au niveau de Gadegui, pouvez-vous nous dire comment est-ce que la société participe à la création d'emplois et surtout donc, en tant que directrice générale, quelle est votre perception du rôle des femmes dans le monde agricole et comment participez-vous à la valorisation de leur rôle? Alors, je voudrais d'abord juste rappeler, pour l'Afrique de l'Ouest en tout cas, les atouts que nous avons. D'une part, il y a la démographie, comme il l'a dit. Il y a aujourd'hui 412 millions d'Ouest-Africains. En 2050, on va être presque 800 millions. Nous avons un écosystème diversifié. C'est-à-dire aujourd'hui, dans les zones forestières, les cultures qui se font, c'est peut-être les plantes à tubercules, les racines et certaines cultures de rente. Quand on arrive dans les zones un peu plus sèches, c'est les céréales sèches. Et aujourd'hui, on a une population aussi très jeune et c'est là où la création d'emplois est très intéressante. Plus de 50% de cette population a moins de 20 ans. Et c'est une population qui se renouvelle tous les 25 ans, les générations. Donc aujourd'hui, pour la création d'emplois, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a signé des partenariats avec les universités et certains établissements d'enseignement supérieur. Et c'est de là-bas qu'on prend nos employés. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, et d'ailleurs, dans l'aviculture, par exemple, quand on va dans nos fermes, on a commencé l'aviculture en 2020, c'est des étudiants qui venaient de sortir de l'école que nous avons formés à partir de 2020 et qui sont aujourd'hui nos techniciens. Ça veut dire qu'on leur a donné l'opportunité de s'insérer économiquement et en fait, ils nous le rendent très bien. Autre chose, c'est les couches vulnérables et je parlerai des femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes en Afrique, surtout dans le monde agricole, jouent un rôle prépondérant. Et même dans le monde, parce que 43% de la population agricole est féminine.
dans le monde. Et aujourd'hui, il y a des études de la FAO qui montrent que 60% des produits alimentaires sont transformés par les femmes. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est leur vulnérabilité. Vulnérabilité parce qu'elles ne sont pas formées techniquement. Vulnérabilité parce qu'elles n'ont pas accès aux ressources productives, au foncier, à l'eau. Vulnérabilité parce que simplement on ne leur donne pas la parole. Elles n'ont pas accès aux prises de décision. Et ça, nous savons, nous qui sommes en Afrique, que dans le monde rural, c'est comme ça. Donc nous, qu'est-ce que nous disons? Et qu'est-ce que nous avons fait? Avant même de démarrer nos activités, en avril 2019, ce que nous avons fait en premier lieu, c'est de prendre un groupe de femmes dans 2 villages au Sénégal et de les former, de les alphabétiser et également de leur donner les rudiments pour qu'elles sachent ce que c'est un chiffre d'affaires et ce que c'est un bénéfice pour pouvoir effectivement se retrouver et pouvoir rentabiliser leurs investissements. Autre chose qui est pour moi d'une importance capitale, c'est qu'effectivement qu'on leur donne le droit à la parole, que dans les sphères de décision, qu'elles puissent intervenir. Troisième chose, les femmes, par exemple, en Afrique de l'Ouest sont organisées à leur manière, c'est-à-dire elles ont des associations féminines, elles ont ce qu'on appelle des tontines. Mais le problème de ces regroupements-là, c'est qu'ils ne sont pas assez formalisés. Nous devons les accompagner dans cette formalisation. J'ai écouté ce matin l'intervention de Proparco où effectivement l'ADER était mentionnée. L'ADER, c'est la délégation à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Sénégal. Effectivement, elle intervient beaucoup pour les aider à se formaliser et également à avoir accès au crédit. Parce que ça aussi, c'est un problème que les femmes vivent. Nous, de notre côté, nous employons des femmes. Par exemple, dans le tri de l'arachide. Pendant la campagne arachidière, nous employons à peu près 150 femmes pour le tri et l'ensaçage de l'arachide après décortiquage. Mais nous nous sommes interrogés parce que la campagne arachidière, elle dure quoi? 4 à 6 mois. Nous nous sommes dit, mais après cette campagne arachidière-là, ces femmes vont se retrouver sans activité économique rémunératrice. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est de préparer un dossier et de nous rapprocher de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a supportés, nous a donné une subvention pour ces femmes. Et aujourd'hui, tout au long de l'année, elles se retrouvent effectivement avec une activité génératrice de revenus. Moi, je pense que c'est ce genre d'activité-là, support aux femmes, qui permettent également de booster l'agriculture et tout ce qui est chaîne de valeur en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Adama. Et Karim, vous concernant, donc vous êtes très présent avec Géocoton au Sahel. Quels sont pour vous les impacts des crises sécuritaires et climatiques sur la production? Bon, on va dire que en réalité, ces crises sécuritaires, elles viennent se rajouter sur déjà tout un lot de crises qui existaient ou de défis qui existaient depuis de nombreuses décennies. Si on doit essayer de les résumer, mais il y en a quand même un certain nombre. Je pense que Abdul Karim tout à l'heure en a parlé. Si on regarde simplement la problématique infrastructure, on voit que même dans une zone qui est un bassin de production agricole, on va avoir des pertes sèches de produits parce qu'il n'y a pas de capacité de stockage, il n'y a pas de capacité d'évacuation vers les lieux de consommation. Il y a une problématique énergétique. Donc en dehors de l'aspect stockage sec, ne serait-ce que vouloir transformer aujourd'hui en zone rurale, c'est souvent très compliqué. La preuve en est, nous ça fait quand même quelques années qu'on est sur place. On a des grosses usines, ce sont des investissements qui font entre 15 et 20 millions d'euros, mais on n'a pas de ligne, on n'a pas de réseau qui passe à côté. Donc on est obligé de tourner malheureusement sur groupe. Alors vous allez nous dire, oui, mais il y a le solaire. Mais le solaire, lorsque vous êtes dans une activité, comme dit madame, qui est une activité cyclique, vous ne l'utilisez que pendant une période et donc le reste du temps, vous n'utilisez pas l'énergie, donc vous perdez de l'argent. Bref, donc il y a les problématiques donc infrastructure, stockage et autres, et effectivement les problématiques climatiques. Je pense qu'on en conviendra, c'est qu'au cours des dernières années, on observe effectivement qu'il y a un décalage de la campagne. Et là où certains producteurs avaient l'habitude de semer au mois de juin ou début juillet, aujourd'hui c'est fin juillet. Alors ce n'est pas juste un décalage au niveau du temps, c'est aussi un décalage au niveau du savoir-faire, de la formation. Puisque quand vous dites à quelqu'un sème à telle période, lui il a l'habitude de semer, il n'a pas forcément toutes les données météo, donc en fait ça va faire plus de travail pour lui. Il va semer, ça ne va pas pousser, il va devoir ressemer, et donc tout ça dans un contexte où il n'y a pas de mécanisation, il n'y a pas, donc c'est des conditions assez difficiles. Et après effectivement maintenant il y a l'aspect sécuritaire. Et cet aspect sécuritaire,
En réalité, on le voit, nous, on le vit particulièrement très, très, très fortement au Burkina, donc à l'est du Burkina Faso, où malheureusement on a une baisse importante de la production. On a nos partenaires producteurs qui sont d'ailleurs au capital de nos filiales. Géocoton, c'est pas 100%. Par exemple, au Burkina, on a une filiale qui s'appelle Socoma. Nous, on détient effectivement une grande majorité, mais nous avons l'Union des producteurs de coton, donc qui représente 5 millions de personnes au Burkina, qui est actionnaire. Donc on discute avec eux de façon extrêmement transparente. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines zones où ils ne peuvent pas aller parce qu'il y a des groupes terroristes, il y a des groupes de bandits, il y a des groupes qui les empêchent d'aller produire. Et donc les empêcher d'aller produire, c'est pour eux, au niveau des familles elles-mêmes, un impact monstrueux parce que leur seule source de revenus est coupée. Deuxièmement, lorsque vous êtes dans un contexte sécuritaire comme ça, vous avez tendance à vous replier et plus vous appauvrissez la population et plus c'est un terreau fertile justement pour ces trafiquants. Donc en fait, c'est une espèce de cercle malheureusement vicieux dans lequel moins de production agricole égale plus d'insécurité. Et je pense, peut-être pour conclure sur ce point-là, c'est que si on avait misé sur l'agriculture il y a 30, 40, 50 ans, comme l'ont fait certains pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc ou autres, je pense que certaines de ces zones sahéliennes ne seraient pas sous emprise de l'insécurité. C'est parce qu'ils ont devant eux des gens qui n'ont plus rien à perdre que c'est facile de recruter. Par contre, lorsque vous avez des gens qui ont la capacité de produire, qui ont les moyens de stocker, qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, de les envoyer se faire soigner, pour quelle raison aller rejoindre un groupe terroriste ? Voilà. Donc c'est pour ça que j'espère et je forme le vœu que les actions qui sont menées actuellement par l'État burkinabé de sécurisation de certaines zones, et on le voit, on a quand même des informations qui sont quand même assez encourageantes, où ils mettent en place des bases, fait que vous avez justement moins de déplacés internes, et vous avez même des villages qui étaient complètement déserts, qui aujourd'hui se repeuplent, et qui nous disent, écoutez, pour la prochaine campagne, on veut faire du coton, on veut faire des céréales, amenez-nous des semences, amenez-nous de la formation, on va y aller. Donc voilà, donc je pense qu'en dehors de l'aspect sécuritaire, qui est, j'espère en tout cas, simplement ponctuel, il va falloir qu'on traite tous les autres sujets de financement, d'infrastructure et autres, pour que cette agriculture soit effectivement durable, moderne. Sinon, malheureusement, on tiendra toujours ce discours de « il faut accompagner l'Afrique à développer » et on restera toujours sur ces discours stériles. D'où le fort impact économique de ces secteurs sur les sociétés. Donc Adama, de votre côté, quelles grandes contraintes rencontrez-vous, parce qu'il y en a également, et quelle est également la vision de Gadegui pour créer plus d'emplois? Et je vous poserai également une troisième question. Quelles sont pour vous les possibilités de synergie avec d'autres acteurs sénégalais pour renforcer la souveraineté alimentaire et casser ces contraintes, justement? Alors, les contraintes, d'abord sur le foncier. Nous, par exemple, nous achetons des terres pour installer nos fermes, pour faire de l'agriculture. Mais quand on achète les terres, ce qu'on appelle une délibération délivrée par la mairie. Après, c'est un parcours du combattant pour obtenir le bail, et on a un titre foncier qu'après le bail. Ça veut dire qu'entre l'obtention de la délibération et l'obtention du titre foncier, il peut se passer peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans ou même 10 ans. Deuxième aspect, c'est ce que j'appellerais intrant. Par exemple, quand je prends l'aviculture, l'aliment est devenu très cher. Pourquoi l'aliment est devenu très cher? Simplement parce qu'à 70%, il est à base de maïs, et le maïs, il est importé. Et on voit que la tonne de maïs est passée de 175 € à 270 € à un moment donné. Maintenant, c'est à plus de 200 toujours. Donc, ça impacte. Maintenant, il y a les contraintes structurelles. Contraintes structurelles parce que pour beaucoup de choses, nous dépendons de l'extérieur. J'ai parlé du maïs, effectivement, qui est importé, mais aussi les vaccins sont importés, les OAC sont importés. Les OAC dans l'aviculture, c'est les œufs à couver. Quand on produit 75 millions de poulets, par exemple, au Sénégal, et que 80% des OAC qui donnent les porcins d'un jour sont importés, c'est vrai que quand on est en période de Covid et les frontières sont fermées, on n'a plus d'OAC. Quand la Turquie, qui fournit au Sénégal des OAC à un tremblement de terre, c'est déréglementé, il y a un disruption. Donc tout ça, effectivement, est problématique pour nous. Maintenant, en termes de vision, notre vision est très claire et elle s'inscrit en droite ligne de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Parce que simplement, pour nous, l'agroalimentaire, c'est effectivement le secteur à développer sur lequel il faut se focaliser. Quand aujourd'hui,
au Sénégal, par exemple, 70% des besoins alimentaires sont importés, ça veut dire qu'on a un sérieux problème. Quand en Afrique de l'Ouest, entre 2015 et 2019, les importations de produits alimentaires ont été multipliées par 6, ça veut dire qu'on a un sérieux problème qu'il faut régler. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'agroalimentaire, nous allons y rester, mais tout en nous diversifiant. J'ai parlé tout à l'heure de la transformation agroalimentaire, on transforme l'arachide, le café, etc. Il y a l'aviculture aussi. Et dans l'aviculture, comme vous le savez, il y a plusieurs métiers. Nous avons attaqué l'aviculture avec les poulets de chair. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1,5 million de poulets par an. Et avec la 3e ferme que nous construisons, nous allons être à plus de 2 millions de poulets par an et peut-être même 3 millions. Donc ça, c'est un métier. Maintenant, il y a les autres métiers de l'aviculture. J'ai parlé tout à l'heure des OAC, il y a les repros. Nous allons nous attaquer aux repros et c'est en très bonne voie. La filière pondeuse. Aujourd'hui en Afrique, un Africain, en tout cas en Afrique de l'Ouest, un Africain consomme 40 œufs par an. Dans les autres pays en Occident, c'est 300 œufs par an. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre et beaucoup de choses qu'on veut faire. Maintenant, autre chose, c'est valoriser ce que nous avons. J'ai parlé tout à l'heure de l'usine d'engrais que nous sommes en train de mettre en place parce que simplement, les déjections des sujets avicoles, c'est ce qu'on appelle la fiente. Cette fiente-là, en la transformant, on produit de l'engrais organominéral qui est effectivement un élément important pour l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Donc, je terminerai par dire, je reviens aux femmes, je terminerai par ça, en disant, donnons-leur la parole et faisons de l'agriculture un métier rémunérateur pour attirer les gens vers l'agriculture. Moi, quand je vois dans les rues de nos capitales africaines des jeunes qui vendent des noix de cajou grillées ou de l'arachide grillé, qu'est-ce qu'ils obtiennent à la fin de la journée? Peut-être 2500 francs, 3000 francs par jour. Alors qu'aujourd'hui, si nous faisons de l'agriculture, de l'agriculteur et de l'agriculture un métier rémunérateur, en fait, ça poussera ces jeunes-là à retourner vers l'agriculture. Mais je pense que c'est à nous, secteur privé, mais également c'est au pouvoir public. Secteur privé, c'est nous qui devons exécuter et les pouvoirs publics devront mettre effectivement en œuvre les infrastructures qui nous aideront à pouvoir exécuter. Maintenant, les femmes, j'insiste toujours dessus, parce que quand on donne aux femmes l'accès aux ressources productives, il y a un impact positif sur la santé familiale, il y a un impact positif sur l'éducation des enfants. Parce qu'une femme, quand elle a des revenus, elle ne va pas chercher un nouveau conjoint. Par contre, les hommes, effectivement, c'est le cas généralement quand le revenu augmente. Merci beaucoup, Adama, pour ces messages pour le secteur public et pour le secteur privé. Tu remarqueras, Christophe, qu'elle m'a passé le micro quand même. Ouais. Je ne sais pas comment le prendre. Hein. Je ne sais pas à qui sont adressés les messages. Tu as parlé du public et du privé, il faut rajouter les hommes. Et les hommes aussi, ouais. Bon message passé, ouais. Avec H minuscule. Hein. Merci beaucoup, Abdoul. Et justement, je voulais vous renvoyer donc certaines questions. Vu qu'on parlait de certaines contraintes et de comment passer outre surtout ces contraintes, enfin, quelles sont-elles selon vous donc, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en Afrique de l'Ouest et quelles seraient vos idées pour passer au-delà de ces difficultés? Je reviens toujours sur quelques points. Quand on parle de l'agriculture, on parle de transformation industrielle. Tout ça, il faut mettre, disons, une base. Et cette base, il faut qu'il y ait la formation. Il faut que les gens soient bien éduqués, soit au niveau de l'agriculture ou au niveau de la transformation. Si les gens sont bien éduqués, ils pourront faire une agriculture durable et ils auront des rendements plus que ce qu'on fait aujourd'hui en Afrique. Mais tout ça, il faut qu'il y ait le financement. S'il n'y a pas l'accès au financement, on peut être bien formé, on peut avoir des belles idées, mais on ne pourra rien faire. Donc il faut qu'il y ait le financement. Et l'un des points aussi sur lesquels l'Afrique doit travailler, c'est les politiques. Il faut qu'il y ait une politique réelle d'accompagner les gens qui veulent investir dans ces domaines, soit dans l'agriculture ou l'agro-industrie. Et il faut qu'on arrive à les encourager, mettre des incitatives
pour réellement encourager aussi les gens qui vont mettre de l'argent, que eux-mêmes ils viennent mettre, disons, ce qu'ils doivent mettre pour pouvoir accompagner les gens qui veulent investir. Et de l'autre côté aussi, il faut qu'il y ait beaucoup d'investissement dans tout ce qui est recherche et développement. Parce que le problème aujourd'hui, quand on regarde l'exemple de la Guinée, les gens, ils ne produisent que ce qu'ils connaissent. Le riz, le maïs, l'arachide. Mais peut-être il y a des produits qu'on peut faire localement qui peut être plus rentable de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais du fait qu'il n'y a pas trop d'investissement dans les recherches et le développement, les gens n'y pensent pas. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'investissement là-dessus. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait beaucoup d'investissement dans l'énergie. Aujourd'hui, la plupart des industries en Afrique, ils sont obligés, disons, de faire tout à leur niveau. C'est-à-dire faire les routes pour eux-mêmes, faire, disons, des centrales au niveau de leur industrie, mettre des labos pour eux-mêmes. Ils sont obligés de tout faire. Ils ne peuvent rien sous-traiter. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'investissements dans ça pour faciliter, disons, les investissements dans ce domaine. Et le dernier point que j'ai à dire, il faut qu'on arrive à sécuriser le foncier. Le foncier, s'il n'est pas sécurisé, ça ne rassure pas les banquiers comme vous. Parce que si derrière, si on peut hypothéquer aujourd'hui un terrain et que derrière il y a un problème, ça ne rassure pas les banquiers. Aujourd'hui en Guinée, nous on a pu faire ça. On n'a pas ce problème aujourd'hui en Guinée. Le foncier est réellement sécurisé. Mais on sait qu'il y a beaucoup de pays dans la sous-région, là où on a réellement des sérieux problèmes au niveau du foncier. Et en faisant tout ça, ça encourage les investisseurs, ça encourage les banquiers et aussi ça augmente les rendements. Parce que tout ça, à la fin, c'est le rendement. Si le projet dans lequel on est en train d'investir ne sont pas rentables, personne ne va y aller. Ni l'investisseur, ni le banquier, personne ne va investir dedans. Donc pour moi, c'est sur ces points qu'il faut réellement travailler pour développer l'agriculture et l'agro-industrie. Et enfin, qu'on soit autosuffisant sous peu de temps. Merci. Et justement, enfin, est-ce que Sonoco souhaite développer de nouveaux projets pour participer à cette autosuffisance? Est-ce qu'il existe également donc, de votre côté une volonté de remonter la chaîne de valeur? Je tiens d'abord à remercier BPI et notre partenaire NTD qui sont là. On vient de signer un contrat commercial tout de suite pour produire de la volaille, pour l'aliment, pour la volaille, pour le poulet de chair. Donc si tout va bien d'ici quelques temps, on pourra produire plus de 2 500 000 poulets par an à Conakry. Donc on remercie le gouvernement français et BPI qui nous ont accompagnés. Comme vous le savez, je parlais de l'historique du groupe Sonoco. On a commencé par importer. Et là, on est en train de produire. Et là, aujourd'hui, on est en train de travailler aussi avec des autres groupes français pour pouvoir, disons, investir dans l'agriculture. Parce que c'est qu'elle disait tantôt, l'élément essentiel dans l'agriculture, c'est l'aliment. Donc si on est dépendant, disons, de l'importation, on a toujours des problèmes. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler pour réellement investir dans l'agriculture, c'est-à-dire faire le maïs et faire le soja au niveau local. Déjà, nous, on a le son de blé qu'on va utiliser pour l'aliment de bétail et de volaille. Donc on a beaucoup de projets qui sont en cours, mais pour le moment, c'est sur ce projet qu'on est en train de travailler. Merci beaucoup Abdoul. Et donc c'est une réelle fierté pour BPI. Donc c'est également le thème de l'événement, donc d'accompagner le projet que vous avez cité, et donc d'accompagner des projets à venir également. Et donc Karim, donc vous avez une double casquette. Donc en plus d'être directeur général délégué du groupe Advance Jocoton, vous êtes président de l'initiative Alpha, un regroupement de sociétés françaises travaillant sur les problématiques agricoles et agroalimentaires, sur le continent africain bien sûr. Quel est l'objectif de cette structure? Et également, pouvez-vous nous dire quel rôle cette structure peut avoir pour renforcer les liens entre les pays africains et la France? Merci Christophe. En réalité, en fait, Alpha est né de deux éléments. Il y a une conviction d'une part et une frustration de l'autre. La conviction, c'est que le développement du continent africain ne peut passer que par l'agriculture et par l'élevage. 70% de la population vit en milieu rural,
On sait qu'on a énormément de jeunes. On sait qu'on a des zones agroécologiques absolument extraordinaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc en réalité, on est capable de tout faire sur le continent africain. Mais on y arrive difficilement parce que soit il y a une problématique, effectivement, bon, tous les éléments qui ont été présentés jusqu'à présent, soit il y a effectivement une méconnaissance des entreprises internationales qui pourraient voir simplement en Afrique un continent à problème sécuritaire, climatique, ce que vous voulez. Donc ça, c'est une conviction, c'est l'agriculture et l'élevage, c'est le pilier du développement du continent. Et après, la frustration, c'est de voir en fait qu'en France, les pouvoirs publics n'ont pas saisi l'importance de ces secteurs-là. Et donc, en discutant avec certains de nos amis, dont Michel Grosset, ici présente, qui est la directrice d'Alpha, mais également avec Lilian Sigliani de NTD et plein d'autres, en fait, on s'est dit, mais en réalité, on a un savoir-faire en France qu'on peut partager avec nos partenaires africains et co-construire ensemble des projets qui soient structurants, structurés et qui bénéficient tant aux entreprises africaines, aux populations africaines qu'aux entreprises françaises. Et donc, cette petite initiative au tout début, finalement c'était un petit groupe de copains et petit à petit ça a pris un peu d'ampleur à telle enseigne que effectivement lorsque le président Macron est parti en Afrique, c'est Alpha qui a co-organisé les temps agricoles au Cameroun, en Angola, en disant voilà, il faut absolument essayer de développer les choses. Actuellement on travaille sur la Côte d'Ivoire, on travaille également sur le Togo. Donc en fait, en réalité en France il y a énormément de sociétés qui ont un savoir-faire extraordinaire, que ce soit dans les semences végétales, que ce soit dans les semences animales ou autres. Simplement aujourd'hui, en allant en ordre dispersé, finalement, elles ne sont pas visibles ou alors, comme elles ne connaissent pas bien le marché, elles se font peut-être un peu balader. Alors que si on vient de façon un peu plus structurée, avec un écosystème qui est complémentaire, qui n'est pas là pour essayer de se tirer dans les pattes, mais qui crée une espèce d'offre France, qui est capable de travailler en bonne intelligence avec des partenaires africains comme Sonoco, comme vous, madame. À ce moment-là, on va parler entre professionnels et on va essayer de voir quelle est la problématique. Abdul Karim a dit « je veux intégrer en amont, je dirais, la chaîne de valeur ». Aujourd'hui, il y a des gens chez Alpha qui sont capables d'apporter cette solution et qui ont en plus une expérience de l'Afrique. Ce n'est pas juste des illuminés, c'est des gens qui ont un véritable savoir-faire africain. Donc Alpha, c'est ça, c'est un écosystème qui travaille main dans la main avec la BPI et merci beaucoup, et avec d'autres organisations. Et bon, l'objectif, c'est demain de réussir à reconsolider les liens entre le continent africain et la France au travers de cette thématique. Merci beaucoup Karim, et donc avec des messages passés aux acteurs publics, privés et aux hommes avec un grand H cette fois-ci. Peut-être pour rendre la conférence encore plus dynamique, prendre quelques questions avec l'auditoire, si certains d'entre vous auraient des questions à poser directement donc, à nos conférenciers. Bonjour, c'est une petite question. Je voulais savoir si tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, est-ce que ça tient pour le Maroc? Est-ce que tous les conseils que vous avez donnés tiennent Peut-être répéter pour vous, madame, qui demande si tous les conseils donc, apportés depuis tout à l'heure tiennent également pour le Maroc et pour l'Afrique du Nord. Bon. Le Maroc, c'est un cas particulier parce que le Maroc, c'est un pays africain déjà, mais qui a, en termes de connaissances agricoles, je dirais, fait énormément de progrès au cours des 50 dernières années. Bon, ce que je vois également au niveau marocain, c'est que la volonté politique du royaume, c'est d'aller vers le sud. Et je pense qu'ils ont enfin compris, mieux que quiconque d'ailleurs, que des partenariats avec les pays au travers de l'agriculture sont essentiels. Donc si on prend le cas par exemple de l'OCP, ils ont fait quelque chose qui me paraît très intéressant en dehors de fournir des intrants, c'est qu'ils ont fait par exemple la cartographie des sols. Or, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un projet agricole sans savoir ce qu'il y a sous la terre. Et donc aujourd'hui, le Maroc a dit, bon bah très bien, dans mon axe de partenariat avec ces pays-là, je vais développer ça. Après, c'est vrai que je pense que chaque pays en Afrique a sa particularité. Sa particularité déjà dans son monde rural lui-même. Ce qui se fait au Maroc, malheureusement, ne peut pas forcément se dupliquer au Burkina, ne peut pas se dupliquer, par exemple, au Cameroun. Par contre, il faut, à mon avis, faire un transfert de connaissances sur certaines des filières, voir ce qui a fonctionné, voir comment ça peut être adapté dans les pays, tenant compte des réalités du terrain. Parce qu'il y a une forte connaissance, par exemple, dans le domaine du lait au Maroc, très bien, mais est-ce que demain, on va pouvoir appliquer ça à un pays sahélien? Je pense que c'est un peu plus complexe. Toujours est-il
que je trouve très intéressant ce qui est en train d'être fait par le Maroc au travers de l'OCP, au travers d'autres entreprises agricoles qui veulent aller vers le sud, et surtout l'accès au financement. Parce que, on l'a dit depuis tout à l'heure, on ne peut pas parler d'agriculture, développement d'agriculture sans financement. Or aujourd'hui, il faut constater que les banques marocaines sont en train de s'implanter très fortement dans la zone. Donc je me dis que savoir-faire plus financement, ça devrait fonctionner. Merci, merci beaucoup. Merci à vous trois. Je suis navré, on manque un peu de temps, mais je vous inviterai, messieurs, juste à venir directement échanger avec nos intervenants, que je remercie sincèrement pour leur message passé auprès des pouvoirs publics, auprès du secteur privé, auprès des banques, pour les inciter à se dérisquer elles-mêmes et à financer davantage. Message passé pour les hommes avec un petit H et grand H également. Donc merci à vous sincèrement, et je ne doute pas que les échanges seront nombreux avec vous. En tout cas, côté BPI, donc à nouveau, nous sommes fiers de vous avoir eu avec nous sur cette séquence. Merci beaucoup.